Place à présent à l'invité du grand journal Medi 1 Morning. Après l'annonce d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, les regards se tournent vers la bande de Gaza. L'accord conclu entre les deux parties donne à réfléchir sur la situation à Gaza et la guerre entre Tel Aviv et le Hamas. Une telle issue serait-elle possible pour mettre fin à l'enfer que vivent les Gazaouis? Pour en parler, nous sommes en direct avec Madame Boutaina Ben Salem, professeure de sciences politiques. Bonjour Boutaina Ben Salem et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, hier, un haut responsable du Hamas a salué le cessez-le-feu conclu au Liban et a affirmé que le mouvement palestinien était lui aussi prêt à une trêve avec l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Hamas ouvre la voie à une trêve. Qu'en pensez-vous? Je pense que Hamas ont toujours été pour une trêve, seulement qu'ils avaient des conditions comme le retour de leurs prisonniers politiques et puis le retrait de l'armée israélienne et le retour des réfugiés dans leur maison. Celui qui a toujours refusé la trêve, qui a compliqué l'accord pour le retour des otages israéliens aussi, c'est le gouvernement de Netanyahou, qui est un gouvernement de l'extrême droite. Israël semble-t-elle réceptive à cette solution ou bien au contraire, cette pause ou ce cessez-le-feu côté Liban pourrait signer une accentuation des actions du côté de la bande de Gaza? Si on observe la situation pour le Hamas, il est un petit peu isolé maintenant parce que le Hezbollah a donné son accord pour un cessez-le-feu fragile avec Israël. Donc il n'est plus là pour soutenir avec des frappes aériennes le Hamas. Qatar a mis la pression aussi sur le groupe palestinien en se retirant des négociations, c'est ce qui est quand même un coup assez difficile pour eux. Les pays limitrophes d'Israël, les pays arabo-musulmans aussi, ne soutiennent pas le Hamas. Ce ne sont que des paroles, mais il n'y a pas vraiment d'action. Donc Hamas est vraiment dans une situation difficile. D'autant plus que si on voit la presse israélienne, si on lit la presse israélienne, le gouvernement radical qui se trouve maintenant à la tête d'Israël est un gouvernement qui ne veut pas se retirer de Gaza. Donc on parle de projets de recolonisation de Gaza, de militarisation de la zone. Et si on suit cette option, je ne pense pas qu'il va y avoir un accord qui va garantir le retour des otages israéliens et garantir aussi le retour vers la paix et leur vie à la population palestinienne qui est totalement épuisée par ce conflit, qui ressemble plus à un génocide qu'un conflit armé entre deux États. En annonçant le cessez-le-feu, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a expliqué qu'Israël allait désormais pouvoir se concentrer sur la bande de Gaza. La manière dont Israël a abordé le Hamas à Gaza et le mouvement de Hezbollah au Liban est très différente. Comment expliquer cette différence de traitement? C'est tout à fait normal parce que Hezbollah fait partie d'un État limitrophe. C'est un groupe qui a plus de bases arrières pour se protéger, qui est beaucoup plus armé, beaucoup plus organisé que le Hamas. Le Hamas est un groupe qui vit au sein d'une zone qui est tout à fait siégée. Ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas entrer. Il y a une guerre de faim à Gaza. Donc, ils n'ont que des moyens très limités, des armes très limitées. C'est vraiment comme une prison à ciel ouvert qui est bombardée depuis plus d'un an quotidiennement avec des armes qui arrivent sans aucune restriction et avec une impunité internationale tout à fait scandaleuse.
Une trêve en novembre 2023, la seule depuis le début de la guerre, avait permis la libération de plus de 100 otages en échange de prisonniers palestiniens. Un accord est-il possible à Gaza, même si les négociations dans ce sens sont au point mort? Écoutez, je vais reprendre les paroles de certains journalistes israéliens qui disent que oui, en effet, l'accord est possible. Il est possible de faire une trêve avec Gaza, de se retirer, de libérer les otages, parce que de toute façon, plusieurs leaders du Hamas ont été tués lors de cette guerre-là. Les gens sont épuisés. Mais il suffit que le gouvernement de Netanyahou accepte, comme il a accepté la trêve avec le Liban, même si c'est une trêve qui est fragile, il peut le faire aussi avec Gaza et faire tout pour sauver les otages et aussi construire une paix durable avec les Gazaouis. Mais le gouvernement de Netanyahou ne veut pas parce qu'il y a une extrême droite qui est en train de défendre la recolonisation de Gaza. Le ministre Smotrich a dit que il va falloir vider Gaza de la moitié de ses habitants pour réoccuper cette partie-là. Il y a des projets et Benjamin Netanyahou joue son avenir politique. Il sait que s'il fait la trêve, il va plus rester à la tête de l'État, qu'il a des poursuites judiciaires derrière lui. Donc pour lui, c'est un jeu politique. C'est pas le bien-être de sa population ou le retour des otages qui compte. Ça fait plus d'1 an que la situation dure, qu'il y a eu plusieurs aussi tentatives de régler la situation, plusieurs occasions ratées et il les a ratées. Donc, je pense qu'il n'est pas prêt pour l'instant à faire vraiment une paix. Peut-être avec le retour de Trump à la Maison-Blanche, il va faire un effort, mais on verra. Du côté de la communauté internationale, justement, le président américain Joe Biden a déclaré vouloir se mettre au travail et œuvrer avec la Turquie, le Qatar et l'Égypte en vue d'un cessez-le-feu. Le président français Emmanuel Macron a également déclaré que ce cessez-le-feu doit ouvrir la voie à un accord similaire dans la bande de Gaza. Pensez-vous que cela pourrait accroître la pression croissante sur Israël ? Il y a eu une pression croissante sur Israël depuis le début, surtout avec l'émission des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale, avec les photos qui arrivent tous les jours de ce qui se passe à Gaza comme crime contre l'humanité. Tout ça est une pression internationale. Mais cela n'a pas empêché quand même la vente des armes, cela n'a pas empêché la guerre de continuer, cela n'a pas empêché le gouvernement israélien d'arrêter les aides humanitaires. Donc déjà, il y a eu cet accord au Liban que Netanyahou a réalisé avec l'aide du président Biden. Je pense qu'il laissera l'accord de Gaza, comme disent tous les observateurs, pour le retour du président Trump, afin de faire un accord qui va surtout aussi redorer l'image du président Trump dans la région. Mais il est vrai que le président Biden avait toute une année pour pouvoir régler cette situation. Il n'a pas pu influencer Benjamin Netanyahou. Je ne crois pas qu'il va le faire dans les mois à venir, surtout avec le gouvernement actuel qu'il y a en Israël. Parlons du Premier ministre Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien. Comment jugez-vous la réaction de la communauté internationale sur les mandats d'arrêt lancés par la Cour pénale internationale contre Netanyahou? Je pense que c'est une première d'abord parce que finalement la Cour pénale internationale a décidé d'agir. Elle a lancé après beaucoup de mois d'attente ses mandats d'arrêt. Maintenant, ça va être un test pour le droit international parce que plusieurs pays ont salué la décision de cette Cour en ce qui concerne le président Poutine, mais si certains pays se sont dit prêts à se soumettre à la décision de la Cour en ce qui concerne Netanyahou, on a vu qu'en France, après quelques heures de la trêve, la position du ministère français des Affaires étrangères
a changé, qu'il a dit que Benjamin Netanyahu a l'immunité. Donc maintenant, c'est vraiment tout se joue sur le droit international. Est-ce que le droit international va être respecté et donc tout le monde a la même position au niveau en face de la justice, ou est-ce qu'il y a des leaders qui ont une certaine immunité par rapport à d'autres, et donc il y a un double poids, double mesure, ce qui va faire perdre la crédibilité à la communauté internationale, mais aussi toute la force du droit international à l'avenir. Quelle marge de manœuvre pour le prochain président américain Donald Trump, président réélu, sur la guerre à Gaza? Eh bien, le gouvernement de Trump est un gouvernement qui soutient absolument Israël. Il a toujours déclaré, et puis si on voit les membres de son futur cabinet, c'est tous des personnes qui sont pro-Israël. Par contre, Donald Trump n'aime pas les guerres. C'est un homme qui est pragmatique, qui veut construire quand même l'économie des États-Unis dans son slogan, c'est toujours rendre les États-Unis great again. Mais je pense que son arrivée va faire accélérer certaines choses, qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises, mais est-ce qu'elles vont être positives pour les gens du Middle East? Ça, c'est la question qui va se poser. Mais on a déjà vu sa première, on a déjà assisté à son premier mandat. On verra ce qu'il va faire dans le second mandat. Madame Boutaina Ben Salem, je vous remercie pour cet éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques. Merci.